c'est normal. T'as tes règles, les règles c'est chiant. Prends sur toi 1 semaine par mois. Serre les dents. Et puis peut-être que t'exagères un petit peu, Marianne, non? Ça fait si mal que ça. Tu les vois tes copines se plaindre, elles ont les mêmes règles que toi. L'endométriose a longtemps été ignorée et la douleur de nos mères, de nos sœurs, de nos amis négligée ou minimisée. Encore aujourd'hui, des femmes peuvent attendre des années avant de comprendre que les divers symptômes qu'elles supportent relèvent d'une maladie. Quand on ne sait pas pourquoi l'on souffre, ou quand notre maladie n'est pas connue, comprise, alors on souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie, son travail, ses relations. Avec ce podcast, nous avons voulu mettre en valeur des parcours inspirants de patientes ayant de l'endométriose ou des douleurs pelviennes très intenses. Vous découvrirez les histoires de femmes puissantes, fragiles, drôles, émouvantes, intéressantes et par-dessus tout, vivantes. Bonjour Marianne. Bonjour Sarah. Merci d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu quelle est ta vie, ta famille, à quoi ressemble ta vie de toute jeune fille? De toute jeune fille quand j'étais enfant, tu veux dire? J'ai grandi en banlieue parisienne, dans une famille nombreuse, 3 enfants, une famille très joyeuse, des parents aimants, 2 grands frères, je suis la petite, mais ils sont quand même un peu plus vieux que moi, 8 ans et 10 ans de plus, donc j'ai un peu été élevée en tant qu'enfant unique, mais en ayant quand même les avantages d'avoir des grands frères qui veillaient sur moi, un petit peu des mentors. Et des souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est quand même une maison, tu sais, très bruyante, le chaos, ça crie partout, ça fait du bruit, c'est le bazar. Et un bazar joyeux. Un bazar joyeux. Je m'en suis pas toujours rendu compte en étant enfant, même adolescente. Maintenant que je suis adulte, je me rends compte quand même de la chance que j'ai eue de grandir dans cette famille bordélique, mais en fait, au final, dans laquelle il y avait énormément d'amour. Oh, j'adore, on peut arrêter là. Est-ce que tu peux me dire à quel âge tu as eu tes premières règles et comment ça s'est passé? Je crois que pour ma génération, je les ai eues assez jeunes. J'ai eu mes règles quand j'avais 12 ans et demi. Ouais. Et en plus, je les ai eues un été où j'étais partie en vacances chez mon grand-père. Donc, évidemment, super seule. Enfin, impossible d'aller voir mon papy, de lui dire que je comprends pas ce qui se passe. Tu savais ce que c'était les règles? Oui, je savais ce que c'était, mais je pensais pas les avoir si jeunes. Ok. Et finalement, mon grand-père m'a ramené chez mes parents, enfin là où mes parents étaient en vacances. Et bon voilà, j'ai continué à avoir mes règles, donc j'avais 12 ans et demi. Ouais. Et j'avais une maman, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, très présente, très aimante, à qui je pouvais tout dire. Ma maman, je lui ai jamais rien caché, que ce soit mes premières règles, mon premier petit copain, mon premier rapport sexuel. Elle m'a toujours accompagnée. Il n'y a jamais eu de tabou, il n'y a jamais eu de honte ou de choses non expliquées. Donc ça, elle m'a bien accompagnée, même dans mes premières règles. Donc ça n'a pas été un problème. Par contre, ce qui a été un problème, ça a été les premières conséquences des règles, c'est-à-dire pour moi, énormément de douleurs, des hémorragies. Je tombais dans les pommes quand j'étais adolescente à chaque fois que j'avais mes règles. Et ça a été beaucoup plus difficile à gérer parce que mes parents, un peu plus ma maman, ne savaient absolument pas comment gérer ça. Et la peur qu'ils ressentaient les ont un peu paralysés, braqués. Et là, j'ai pas vraiment été accompagnée. Dès tes premières règles, t'as eu des symptômes comme ça? Je crois que oui, dans mes souvenirs, oui. Et alors bien sûr, si tu tombes dans les pommes, on l'identifie tout de suite, mais comment t'as su ce qui était normal et pas normal en termes de quantité de sang? Pardon de cette question très crue, mais parce que je suis très curieuse de savoir à quel moment on se dit il y a un truc qui n'est pas normal quand c'est la première fois qu'on est une toute jeune fille. Comment on réalise que c'est pas banal? On le réalise pas. J'ai toujours cru que c'était normal. Moi, je suis de la génération des années 80, 90. J'ai eu mes règles début des années 2000. C'était normal d'avoir mal. J'ai toujours entendu dire que mes grand-mères, elles se plaignaient pas. Ma maman, elle se plaignait pas. Mes tantes, elles se plaignaient pas. Donc, avoir mal, avoir beaucoup de règles, j'ai toujours cru que c'était normal. On a quand même essayé d'aller voir des médecins pour leur dire. Et mon médecin de famille, je citerai évidemment pas son nom, mais c'était un homme nanti. À l'époque, j'imagine qu'il avait une 40aine ou une 50aine d'années. Moi, j'avais l'impression qu'il était super vieux.
Et j'avais l'impression que c'était un vieux schnock. Et lui, il m'a jamais prise par la main en disant « Ah oui, quand même, t'as l'air d'avoir des règles hémorragiques. » On n'a jamais parlé de règles hémorragiques. On disait juste que je perdais beaucoup de sang, mais c'était les règles, c'était normal. Donc quand tu me demandes à quel moment j'ai su que c'était pas normal, 30 ans, 18 ans plus tard. Et je l'ai pas su quand j'étais adolescente. Et en fait, j'ai même évolué en tant qu'adolescente dans cette... Il y avait même pas de honte, puisque c'était normal. Ouais. Donc j'avais pas honte, j'ai juste évolué dans cette normalité de être une femme... Eh ben, c'est une fois par mois, t'as mal, tu fais des malaises, tu restes au lit, tu rates l'école, c'est pas grave, t'as un mot de tes parents. Et puis en plus, alors j'ai pas vraiment été élevée dans la religion, mais il y a toujours eu un petit peu des traces de catholicisme ou quoi. La femme, elle est faite pour souffrir, et je me suis jamais posé autrement la question. Et surtout que quand t'as tes propres parents qui te disent que c'est normal, et tes parents... C'était référence C'était absolue. référence absolue. Jamais j'aurais, à 12 ans, 13 ans ou même 14 ans, dit à ma mère « Écoute, je pense que tu te trompes. » Ben, Donc, je les ai crus. Donc, pour répondre à ta question, non. À aucun moment, on a identifié que c'était anormal. Et c'est pour ça, on va en parler un petit peu plus tard, mais que ça déclenche vachement de colère quand tu grandis de mon côté et de culpabilité de la part des adultes référents, une fois qu'ils se rendent compte que non seulement ils se sont trompés, mais en plus il y a ce sentiment très dur quand t'es parent d'avoir laissé tomber ton enfant. C'est dur. C'est très dur. C'est vraiment très dur. Et si ma maman entend ce podcast, je leur dirai sûrement plus tard parce qu'on va en parler. Ma relation à ma mère a été totalement changée après ça. Mais je lui en veux pas. Je la pardonne évidemment parce que elle pouvait pas savoir et voilà. Je veux juste lui dire parce que si elle écoute ce podcast dans l'ordre et qu'elle s'arrête là, elle va croire que je fais des reproches. Bien sûr que je suis triste qu'on ait vécu ça et j'aurais voulu que ça se passe autrement, mais on a tous grandi aujourd'hui et des erreurs c'est tellement facile d'en faire et évidemment je lui en veux pas du tout. Le message est passé, on le redira. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait médicalement pour neutraliser tes douleurs? Parce que j'imagine du spasson, l'éternelle solution. Est-ce qu'il y a autre chose dans ta jeune adolescence? Ah bah oui, évidemment, j'étais assommée. Alors, ça fait pas beaucoup d'effet, mais j'étais assommée à ce coup de spasfon. Je ne peux même plus entendre le nom de ce médicament, de Doliprane en tout genre. Et en fait, comme je perdais beaucoup de sang, je perdais évidemment beaucoup de fer. Et donc, je prenais du Tardiféron. Le fameux Tardiféron. Donc, voilà, 12 ans, 13 ans, 14 ans, du spasfon, du Doliprane, du Tardiféron. Sauf que ça fonctionnait pas. J'avais des douleurs telles. Alors, le Tardiféron, oui, on a vu quand même que mon taux de fer était remonté dans mes analyses de sang, mais j'avais toujours aussi mal. Et je pense que mes souvenirs sont un peu flous, un peu faussés. Tamise un peu. Voilà, peut-être tamisé. Si j'avais une petite caméra sur le passé, peut-être qu'on se rendrait compte que c'est pas tout à fait comme je m'en souviens. J'imagine que je ratais pas l'école une semaine ou 10 jours par mois à chaque fois, que j'étais pas toujours dans mon lit à moitié dans les vapes, mais c'est le souvenir que j'en ai et ça c'est assez traumatique. Et je me souviens aussi de ces fameux médicaments qui faisaient aucun effet jusqu'au jour où j'ai pris la pilule pour d'autres raisons, parce que j'étais en train de devenir une jeune femme. J'ai pris la pilule. Tu as quel âge à ce moment-là? J'ai presque 16 ans, à peu près 15 ans et demi. Et là, le jour et la nuit, ce jour-là, ma vie a changé parce que j'ai plus eu mal. Mais j'ai à aucun moment fait le lien. Ah bon? Bah non. Et personne ne m'a aidé à le faire. J'avais grandi. En plus, la pilule, ça stabilise les règles parce que ça fait des règles artificielles. Mais toujours pas. J'ai pas fait le lien que j'avais moins de sang, que j'avais des règles qui n'étaient plus naturelles. J'ai juste pris le bonheur là où il était. J'avais plus mal. J'ai pris ce soulagement et puis je crois que j'ai aussi un peu oublié et j'ai continué ma vie en fait. J'ai une question peut-être bête, mais t'as réalisé tout de suite que t'avais plus mal ou tu t'es juste dit, mais les règles sont passées, j'ai rien eu? Comment? Ouais.
Non, oui, pardon. Les deux. Ça fait tellement d'émotion de revenir dans ces souvenirs. Non, j'ai pas réalisé tout de suite parce que pour réaliser tout de suite, il aurait fallu faire un lien. Ouais. Quel est l'impact de la pilule sur mes règles et sur mon quotidien? Et j'ai pas pris la pilule pour ça. J'ai vraiment pris la pilule pour avoir mon premier rapport sexuel avec mon premier petit copain de l'époque. Et que à ce moment-là de ma vie, mon esprit était ailleurs. J'avais d'autres intérêts, je m'intéressais à d'autres choses. Donc non, j'ai pas fait le lien tout de suite. Jusqu'à un moment, je me rende compte que mon quotidien était vachement plus agréable. Et je saurais pas dater quand est-ce que j'ai connecté A et B. Je sais juste qu'à ce moment-là, j'étais plus heureuse, mais aussi, est-ce que c'est parce que j'étais mieux dans ma peau? Est-ce que c'est parce que j'étais un peu plus âgée, grande? Est-ce que c'est parce que mes années lycée, elles ont été assez chouettes? Est-ce que c'était parce que j'étais folle amoureuse de ce garçon à ce moment-là? Je saurais pas dire, mais c'est une embellie, une période. Une embellie. Ouais. C'est une embellie, c'est une période beaucoup plus belle de ma vie. Et en fait, même, je dirais que je me suis surtout rendu compte que j'avais plus mal quand j'ai recommencé à avoir mal quand j'ai arrêté la pilule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes la pilule? Quelques années plus tard, donc je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû prendre 50 pilules. Et ça me mène à mes 20 ans. Et à mes 20 ans, je me sépare de mon compagnon, qui n'est plus malheureusement le même que celui de mes 15 ans. Je me sépare de mon autre compagnon et je décide que je veux aller vers plus de naturel, que pourquoi prendre une pilule pleine d'hormones alors que de toute façon je peux laisser faire la nature. Car encore une fois, je me suis jamais dit que c'était la nature qui me blessait. À aucun moment, je me suis dit que c'est la nature qui me faisait mal, que c'était le naturel qui me faisait du mal. Et j'ai arrêté la pilule. J'ai 20 ans, j'arrête la pilule. Tu fais des études à ce moment-là? Oui. 20 ans, je faisais mes études de droit à la fac, toujours en région parisienne. À ce moment-là, j'étais toujours du côté de Gif-sur-Yvette, Paris, l'Île-de-France. J'arrête la pilule. J'ai 20 ans. Et c'est horrible. Puissance 1000. Tout revient. Alors, puissance 1000. Juste avant, je disais que je tombais dans les pommes et que j'étais au lit. Alors, les gens, ils vont se dire, mais mon Dieu. Dans mon corps, je le ressens, puissance 1000. Je ne fais plus de malaise aussi intense qu'avant. J'ai des règles moins abondantes qu'avant. Donc, c'est moins dans les symptômes physiques voyants. Mais les douleurs dans le ventre, les douleurs au moment de l'ovulation, les douleurs dans l'utérus, ça, je me souviens pas avoir vécu ça à 12-13 ans. Donc, c'était pas les mêmes symptômes. Et comme c'était pas les mêmes symptômes, encore une fois, j'ai pas connecté. J'ai pas fait de lien avec le fait que c'était les règles, le sang, les cycles, les menstruations. Et donc, qu'est-ce que tu mets en place là pour faire face à ces douleurs et à cette situation? Je vais voir des médecins. Je leur explique que... Des gynécos ou généralistes? Les deux. Okay. Les deux. Mais je vais pas voir un gynéco parce que j'ai mal. Je vais voir un gynéco parce que j'ai ma visite annuelle pour savoir si tout va bien. Et je décris mes symptômes. Je dis que j'ai très mal au ventre quand j'ai mes règles. Je dis que voilà, ça dure tel nombre de jours. Voici à peu de choses près la quantité. Et ma mère, quand même, à ce moment-là, commence à tiquer et à s'inquiéter. C'est normal, mais... Elle commence à se dire ça, ma maman. Et elle m'accompagne, je me souviens, à un rendez-vous chez le gynéco. Et je décris tous les symptômes. Et elle dit... Mais aussi, quand t'avais 13 ans, souviens-toi. Moi, j'avais pas pensé à rappeler cette période. Et elle dit quand même, souviens-toi, il y avait ça aussi, il y avait Dr. ça House. aussi. Elle relie les points. Mais comme Dr. House, mais les 30 premières minutes de l'épisode, on trouve pas. Il y a pas eu les 10 dernières minutes où là, alléluia, on met un mot. Non, pas du tout. Encore une fois, c'est normal. C'est normal. T'as tes règles, les règles c'est chiant. Prends sur toi 1 semaine par mois. Serre les dents. Et puis peut-être que t'exagères un petit peu, Marianne, non? Ça fait si mal que ça. Tu les vois, tes copines se plaindre. Elles ont les mêmes règles que toi. Donc tu vois, en plus, on te met un peu dans la tête. Ah, mais tellement. On te met dans la tête que t'exagères. T'es chochotte. T'es sensible. Arrête de te plaindre. T'es chiante. Et le pire de tout, t'es pas un peu folle?
celui-là, il pique. Celui-là, il fait vraiment, vraiment très mal parce que, bon, 20 ans, j'étais un peu plus grande, mais t'es quand même à des âges où t'es en construction identitaire. Bien sûr. Et on te fait croire que t'es hypocondriaque, on te fait croire que t'es un peu relou quand même, t'es un peu chiante. Et puis, on te fait croire que t'es folle. Donc, tu tombes dans une... Là, tu vois, là où j'avais pas honte à 13 ans, j'ai commencé quand même à avoir honte à 20 ans. Et généraliste. Donc, parfois, tu caches tes symptômes aux copines, aux petits amis, au boulot. Bien sûr, à tout. T'arrêtes de te plaindre. Le jour où tu te déplaces pas parce que tu peux pas marcher, eh ben tu dis que t'es fatigué, que tu te sens pas très bien. Mais bien sûr que t'arrêtes de te plaindre. Et puis à ce moment-là, 20 ans, 21 ans, j'ai aussi un petit copain et peut-être qu'il me dirait que je me trompe, mais je crois que je lui en parlais même pas. Quand je me remémore ces souvenirs, je crois que je tombe dans une période où je dis plus rien. 21 ans, je rencontre l'homme... Pardon, je t'ai coupé la parole, excuse-moi, mais tu nous dis pas ce que te disent les médecins quand tu y vas. Ils te donnent des choses un peu... Ah bah non, on continue le space-fond, on continue le tardiféron. On me dit pas non plus que je peux prendre une pilule qui me soulagerait. Tu fais des examens à ce moment-là ? Non. D'accord. Non, je fais aucun examen à ce moment-là. Non. J'essaie de me souvenir pour être sûre de pas en rater un, mais je crois pas. En tout cas, pas d'examen poussé, pas plus qu'aller voir mon généraliste et ma gynéco qui me mettent pas de puce à l'oreille. Donc, je continue à croire que c'est normal. Je serre les dents. Mais je me souviens de moments où je faisais des crises de douleur, ne sachant absolument pas ce que j'avais. Et j'avais des effets secondaires. Je ne savais pas que c'était des effets secondaires, puisque je ne savais pas ce que j'avais. Mais j'avais des effets secondaires. J'avais des mycoses, j'avais des infections urinaires, en plus de mon mal de ventre. Et j'ai des souvenirs de moi si jeune. Bon, 20 ans, 21 ans, c'est pas si jeune, mais si. Maintenant, je me rends compte à quel point j'étais un bébé. Et j'allais sous la douche et je me mettais le pommeau de douche entre les jambes et il y avait que ça qui me soulageait et je pouvais passer des dizaines de minutes, une demi-heure, une heure sous la douche à pleurer et à être soulagée avec le pommeau de douche entre les jambes. Parce que ça anesthésiait, quoi. Ouais, c'est ça, ça mettait de l'eau chaude, ça anesthésiait, ça soulageait les démangeaisons des mycoses ou quoi. Mais non, personne. Je me sentais déjà à l'époque hyper abandonnée parce que j'avais pas une maman toute douce, toute câline qui me prenait dans ses bras et qui me disait ça va aller. J'avais pas un médecin qui me disait Je te disais que c'était normal à l'époque, mais quand même ça dure, quand même ça traîne, quand même tes symptômes. Quand on en fait la liste, j'ai lu ça dans un livre un jour qui me dit que non, rien. Et j'étais seule. Enfin, seule. J'étais très entourée, j'avais une super famille, beaucoup d'amis, un super amoureux, mais j'étais seule dans mes symptômes parce que personne ne m'a dit « Ah, je peux t'aider ». Et donc, dans mon silence, dans mes moments assises dans la douche, dans mes pleurs, dans cette fois par mois où tu sais que tes règles vont arriver et tu crées une phobie autour de tes cycles parce que tu sais que ça va être une tannée, je me suis sentie super seule. Tu vois pas de perspective ? Non, aucune. Je vois aucune perspective et j'ai 21 ans et je rencontre l'homme de ma vie. Mon conjoint avec qui je suis encore aujourd'hui. J'ai 21 ans, je rencontre l'homme de ma vie, et lui, ça l'agace. Et je continue à avoir mal, et je continue à voir des médecins, mais lui quand même me dit, c'est pas normal. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça te donne la motivation d'aller voir une autre typologie de médecin ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Un peu plus, parce que lui, il me dit, il y a une lumière au bout du tunnel, là où moi, j'y croyais plus du tout. Ouais. Et donc, un peu plus.
Et donc on frappe aux portes des médecins. Et on y va. Lui, il a rien trouvé, on va voir un autre médecin. Et on continue. Un généraliste, un gynéco, un allergologue. C'est peut-être des indigestions alimentaires. On va voir l'allergologue, on me fait tous les tests pour savoir à quoi je suis intolérante. On va voir un gastro-entérologue. Et ça, je te parle de ça, ça dure plusieurs années. Ouais. Rien. On ne trouve rien. Je suis allergique à rien. Alors si, peut-être, éventuellement, on n'est pas sûr, à la pénicilline. Bon, c'est pas ça qui me fait mal au ventre quand j'ai mes règles. Gastro-entérologue, je me tape un examen hyper traumatique, une coloscopie. Personne fait une coloscopie dans sa vingtaine. On ne trouve rien, tout va bien. En plus, t'es pas allergique au gluten. Oh oui, bon, bah, c'est pas grave. Et on continue. T'aurais aimé, du coup, être allergique au gluten? Bien sûr, j'aurais voulu qu'on me dise tu ne peux plus rien manger. Mais d'accord, je me nourris pas, mais on mangeait plus mal. J'aurais voulu qu'on me dise ça. J'aurais voulu qu'on me dise t'es allergique. Je voulais qu'on me trouve une maladie. Alors, si elle pouvait ne pas être mortelle, ça m'arrange. Mais je voulais qu'on me trouve quelque chose parce qu'à chaque fois qu'une porte se fermait et qu'on me disait t'as rien, eh ben, je rentrais chez moi en pleurant et en me disant je suis vraiment folle. Je somatise vraiment. Est-ce que je m'accorde une importance? Est-ce que je m'invente une maladie pour me rendre intéressante? Ça a duré quelques années. Mais mon conjoint, il a jamais lâché. Et on a continué à voir des médecins jusqu'à ce que moi, je m'agace en disant non. Il se trompe, ça a fini par arriver, la colère a fini par arriver. Là, à ce moment-là, j'ai 27-28 ans. Là, je m'énerve parce que quand même, ça commence à faire longtemps. Mais je prends la pilule à ce moment-là. J'ai repris la pilule depuis mes 21 ans, je crois, quand j'ai rencontré mon conjoint actuel. Donc ça va mieux, mais quand même pas terrible. Ça va mieux que ce que j'avais ressenti à 15 ans, là où ça s'était vraiment arrêté. Mais ça faisait tellement longtemps que j'étais malade à ce moment-là qu'on était passé d'une maladie cyclique à une maladie chronique. Donc, j'ai un peu mal tous les jours. Ça va mieux, j'ai des règles artificielles, mais en fait, quand même, c'est tous les jours. Donc, je continue à frapper aux portes des médecins. Et il a fallu attendre 29 ans avant qu'une kinésithérapeute, ça n'a rien à voir, qu'une kiné. Tu vas la voir pourquoi, là? Je vais la voir parce que j'avais un périnée atrophié. J'avais jamais eu d'enfant, mais on s'est rendu compte dans le fait que j'avais énormément de mal à me retenir quand j'avais envie d'aller aux toilettes. On s'est rendu compte que j'étais pas assez musclée du périnée. Et ma meilleure amie de l'époque, à qui je me confiais énormément sur mes douleurs, mais qui, elle non plus, et je ne la blâme pas, n'a pas été très soutenante. Exactement, n'a pas été très soutenante parce qu'elle comprenait pas non plus et elle penchait plutôt pour c'est dans ta tête également. Mais pour ce fameux périnée atrophié, elle me dit ah bah attends, je travaille dans un cabinet dans lequel j'ai une collègue qui est kiné, spécialisée de la rééducation du périnée. Bon, bien sûr, généralement des femmes qui ont déjà eu des enfants, et puis spécialisée également dans tout ce qui est, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand tu n'arrives pas à faire l'amour parce que ton vagin est totalement fermé. Alors le nom m'échappe, mais je vois ce que tu veux dire. Elle était spécialisée là-dedans également, et en fait, c'était un combo parce que j'avais extrêmement mal quand je faisais l'amour avec mon compagnon. Les rapports sexuels, c'était une tannée également. Et je me suis dit, mais attends, super, je vais aller voir cette femme. Elle peut m'aider, cette praticienne, elle peut m'aider pour mes douleurs sexuelles et elle peut m'aider pour mon périnée. C'était un super combo. Mais déjà, avant même de la rencontrer, je savais que d'un certain aspect, elle allait changer ma vie. Mais si j'avais su, et je la remercie si elle écoute cet épisode aujourd'hui, Caroline. On lui enverra. On lui enverra. Merci Caroline. Si je savais à quel point elle allait changer ma vie. Donc je vais la voir au téléphone, je lui dis il faut rééduquer mon périnée. Très bien, elle me reçoit toutes les semaines. Et puis on parle, et puis dans la discussion, comme en plus c'est une amie d'amis, on est beaucoup plus à l'aise. Je lui dis que j'ai très mal quand je fais l'amour. Et puis d'elle-même, elle me dit t'as mal quand t'as tes règles? Oui, un petit peu. Tu prends la pilule? Oui. Et puis, j'avais pas vu tout de suite, mais dans sa salle d'attente, il y avait une affiche. Je l'avais pas vue les premiers jours, les premières séances. Et sur cette affiche, il y a écrit
quelque chose qui ressemble à « vous avez mal quand vous avez vos règles, vous avez mal quand vous ovulez, vous avez mal quand vous faites l'amour. Non, ce n'est pas normal. » Moi, je rigole. Je rigole en me disant « évidemment que si, on me l'a toujours dit. Bien sûr que c'est normal, c'est quoi cette affiche ? Bien sûr que c'est normal. » Et je vais à cette séance. Est-ce que c'était la 3e, la 4e ? Je m'en souviens pas. Et je lui parle de l'affiche. Et elle me dit « non, c'est pas normal. » Je lui dis « sur quelle planète tu vis ? Bien sûr que c'est normal. On me l'a toujours dit, donc c'est que c'est vrai. Bien sûr que c'est normal. » Et elle me pose des questions. Est-ce que t'as mal quand ci ? Est-ce que t'as mal quand ça ? Et puis elle sourit. Moi, je lui dis que je souffre, je lui dis que j'ai mal. Et plus je lui parle, plus elle sourit. Je comprends pas. J'ai des frissons. Je comprends pas pourquoi elle sourit. Je suis en train de lui dire un truc super négatif. Mais elle, je suis désolée. Elle sourit parce que elle sait que là, il y a un pivot. Là, il y a un tournant. Elle sait qu'il y a que du positif qui va arriver parce qu'elle le connaît, le mot qu'on va me dire. Elle le connaît, le nom de la maladie que j'attends depuis tant d'années. Et elle sait que je vais être prise en charge et que tout va aller mieux. Elle sait que je vais pas mourir. Elle sait que la fameuse lumière au bout du tunnel, elle est là. Et elle est super émue parce que je suis venue pour une rééducation du périnée qui, accessoirement, a été rééduquée. Donc, ce point de vue, ça va mieux. Mais il y a un peu un côté salvateur de « on va t'aider sur tes relations sexuelles, on va t'aider sur tes cycles menstruels. Ça va aller mieux. » Et là, elle me dit « Marianne, tu souffres d'endométriose. » T'avais déjà entendu ce mot ? À peine, oui, mais je savais pas ce que c'était. Je savais pas ce que ça voulait dire. On est en 2019. Donc, endométriose, ça commence à sortir dans les médias. Je crois que Laetitia Millot a commencé à en parler. Peut-être Enora Malagré à ce moment-là aussi a commencé à dire qu'elle souffrait de ça. Mais pour moi, elle me dit ça. Elle me dit « Marianne, tu souffres d'endométriose. » Je suis pas soulagée à ce moment-là parce que j'y crois pas. Il faut encore se faire diagnostiquer. Elle me dit ça. D'accord, certes, mais il faut le confirmer. Moi, je suis pas sortie en allant appeler ma mère, mon généraliste, ma gynéco en disant « bande de nazes, j'ai l'endométriose ». Et surtout, je ne connaissais pas, j'avais entendu ce nom, mais pour moi, endométriose, c'était infertilité. C'était une maladie de personnes qui n'arrivaient pas à fonder une famille. Et je comprenais pas ce qu'elle me disait. Et elle me dit, je suis très proche du ponte de l'endométriose à Paris. Il s'appelle le docteur Éric Petit. C'est un radiologue diagnosticien. Prends rendez-vous. Lui, il va te dire que tu as l'endométriose. Mais déjà, je peux te dire, parce que ça va te prendre du temps à être diagnostiqué, parce que c'est très long d'avoir un rendez-vous avec ce docteur, je peux déjà te dire que tu as l'endométriose. Il n'y a aucun doute. Tu coches toutes les cases. Donc, si tu veux commencer à lire, si tu veux commencer à manger différemment, si tu veux commencer à faire du sport différemment, tu peux déjà, tu n'as pas besoin d'être diagnostiqué pour commencer à améliorer ta vie et tu verras que ça va fonctionner. Je prends rendez-vous en 2019, je crois que c'est la fin du printemps 2019. Et on me fixe un rendez-vous pour le 13 mars 2020. C'est long. Ouais. Oh, c'est long. Oh, ça me paraissait être tellement loin. Et moi, je me dis, je meurs de faim. On vient de me donner des miettes. Je peux pas attendre quasiment 1 an avant d'avoir mon sandwich. C'est non. Et donc, je prends rendez-vous avec d'autres médecins qui ont un délai d'attente plus court. Et il faut savoir que l'endométriose, c'est une maladie extrêmement difficile à voir. Je vais faire une IRM quelques mois plus tard. C'était quand même quelques mois d'attente, mais je prends encore une fois mon mal en patience et je vais faire une IRM quelques mois plus tard. Et là, c'était horrible. Parce que le médecin, j'y suis allée avec mon conjoint et il s'en souvient comme c'était hier, rigole, nous riait au nez, rigole. Et je crois qu'il a voulu bien faire, j'ai pas envie de dire du mal de lui. Je crois qu'il a voulu bien faire parce que je crois, comme lui m'annonçait que j'avais rien, je crois qu'il rigolait de m'annoncer une bonne nouvelle, et peut-être pensait-il qu'il allait me faire plaisir en me disant
Rassurez-vous, mademoiselle, vous n'avez rien, vous pouvez partir d'ici l'esprit tranquille, vous n'êtes pas malade. Et là, je dis à Hugo, j'arrête tout, j'en peux plus, j'étais tellement fatiguée. Ah oui, autre symptôme, la fatigue. J'étais épuisée constamment et du coup, j'étais quelqu'un qui dormait beaucoup. Et mes amis se moquaient de moi parce que dès qu'on sortait, j'étais celle qui s'endormait sur le canapé, tout le temps. Il y avait pas de fête avec moi parce que j'allais me coucher avec les poules et je m'endormais tout le temps et mes amis se moquaient beaucoup de moi. C'était vraiment Marianne, celle qui dort constamment. Mais en fait, c'était un symptôme. C'était un symptôme de l'endométriose, que je dorme tout le temps. Tu es épuisée. Tu peux être épuisée quand tu as cette maladie. Et là, je dis à Hugo, je peux plus, je suis épuisée physiquement, je suis épuisée mentalement, j'arrête tout. J'abandonne le rendez-vous, j'arrête. Et Hugo me dit, bah non, c'est con, il est là le rendez-vous, la date va finir par arriver un moment. Donc, l'annule pas et au pire, t'y vas pas. Mais garde-le. Et pendant toute cette période, est-ce que tu as mis en place ce que Caroline t'a suggéré de faire quand même sur ton alimentation, sur le sport Pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. Je pense que je me suis quand même pas mal auto-sabotée. Parce que y avait des solutions, mais qui sont quand même assez contraignantes. Hein. Les solutions pour être apaisée, ça demande quand même une certaine discipline. Et je suis quelqu'un d'absolument pas discipliné. Je pense que toutes les personnes qui me connaissent et qui écoutent ce passage vont rire à ce moment-là. Je suis pas du tout disciplinée. Et donc non. En plus, me discipliner pour un truc qui est pas sûr, non, aucune motivation. Je regrette, évidemment que je regrette. J'aurais gagné du temps. Le 13 mars arrive. Je célèbre mes 21 ans, si mon calcul est bon. 30 ans. 30 ans. Mon calcul est totalement faux. Mon calcul est totalement faux. Demande-moi si t'as un doute sur ta vie. Hein. Je m'appelle comment déjà? Donc arrive la trentaine. Oui, bien sûr, arrive la trentaine. Le 13 mars arrive, le 13 mars 2020. Et si on se souvient bien, période Covid. La France a été confinée le 17 mars 2020. Donc j'ai eu un des tout derniers rendez-vous du docteur Éric Petit, puisque c'était un vendredi, samedi, dimanche, pas de rendez-vous. Lundi, je crois que la France a été confinée le mardi, donc lundi, l'annonce du confinement au lendemain. J'ai eu un des tout derniers rendez-vous. Et je voudrais quand même passer un petit message à toutes les femmes qui attendaient leur rendez-vous depuis 1 an et qui l'ont pas eu. Parce que c'est horrible. Bref, j'ai mon rendez-vous. Je rencontre le docteur Éric Petit, qui lui aussi va changer ma vie. Avec Hugo, on va ensemble, main dans la main à ce rendez-vous. Je m'allonge, j'ai mon échographie vaginale, et le docteur Éric Petit me dit « Pouf, bah oui, elle est là, il y en a partout. » Il me dit « Vous voulez voir l'écran ? Regardez. » Et donc, il me montre qu'il y en a sur le ligament utérosacré. Moi, je vois rien, hein. C'est subtil l'endométriose. Franchement, il faut un œil super aguerri. Faut être médecin, peut-être. Être médecin. Et vraiment médecin très, très, très spécialisé. Et faut être médecin spécialisé de l'endométriose, parce que je comprends qu'on puisse ne pas le voir. Enfin, moi évidemment, je voyais rien. Et là, il me dit, moi, je la vois, l'endométriose. Je peux comprendre qu'à l'IRM, on l'ait pas vue. Toi, évidemment, tu peux pas la voir, t'as pas un œil aguerri. Moi, je la vois. Et à ce moment-là, je pleurais. Mais je pleurais de joie. Ça y est, c'était officiel. On est en 2020. J'ai eu mes règles en 2002. 18 ans, c'est tellement long. Et je pleure. Et lui, il sourit. Et moi, je lui dis, excusez-moi, docteur, je pleure de joie, parce que je voulais pas... J'ai toujours eu peur de gêner les gens. Donc t'as voulu le rassurer. Mais oui, parce que j'étais gênée de pleurer dans son cabinet, je voulais pas le mettre mal à l'aise. Puis en plus, comme je pleure, il doit me donner un mouchoir, donc on perd quelques minutes. Et moi, je me dis, il doit avoir des rendez-vous à l'appel, donc je veux pas lui faire perdre du temps. J'ai toujours peur de déranger la terre entière. Et je m'excuse de pleurer. Et lui, il me dit, mais vous pleurez toutes, en fait.
c'est tellement normal. Et je lui dis, mais c'est pas contre vous, et je pleure de joie. Et il me dit, mais bien sûr, Marianne, que vous pleurez de joie. C'est la première fois en 18 ans qu'on vous voit. C'est la première fois en 18 ans qu'on vous entend. C'est la première fois en 18 ans qu'on vous dit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et surtout qu'on ne vous dit pas, c'est dans votre tête. Ça y est, Marianne, vous pouvez être sûre que tout ce que vous avez décrit depuis que vous aviez 12 ans, c'était vrai, c'était réel. Vous n'avez pas exagéré, vous n'avez pas menti, vous n'avez pas inventé. Oh, ça, je crois que c'est ce qui m'a fait le plus de bien. J'étais pas folle. Et oh, mais fou, c'est toute ma construction identitaire qui changeait à ce moment-là. Et surtout, si je suis malade, c'est que qui dit maladie dit traitement. C'est que ça va aller mieux. Mais non, à ce moment-là, tellement d'émotions dans ma tête. C'est déjà le soulagement. Ok, on a mis un mot. Ok, c'est officiel, j'ai l'endométriose, parce que ce mot, du coup, ça faisait presque un an que je l'avais, qu'on m'avait mis la puce à l'oreille. Mais comme entre-temps, on m'avait dit non, c'est pas ça. Là, ça y est, c'était officiel, c'était écrit noir sur blanc. Quel soulagement. Ok, maintenant, on fait quoi? Et alors, vous faites quoi? Le docteur Petit me conseille un livre. Et dans ce livre qui s'appelle, je vais sûrement déformer un peu le titre, mais je crois que c'est comment vivre son endométriose sans médicaments, quelque chose comme ça, que le docteur Petit a préfacé, donc il me l'a conseillé. Et dans ce livre que j'ai fait lire à toute ma famille, dans ce livre il y a plein de petits conseils, du yoga doux, du pilate doux. Des huiles essentielles, des postures pour mieux dormir, comment mieux dormir aussi. Et surtout, il y a l'alimentation. Et dans ce livre, il y a un programme en 2 semaines pour mieux manger pendant 2 semaines. Un programme anti-inflammatoire. Et je le fais. Je me motive, je le fais. En plus, c'était confinement. Toute l'ambiance était plus lente, tout était plus calme, ça s'y prêtait vachement. Et à ce moment-là, pendant le confinement, moi je travaille encore, j'ai une dérogation pour aller au travail tous les jours, je suis journaliste, les actualités ne s'arrêtent pas, les chaînes d'infos ne s'arrêtent pas, donc tous les jours je vais à la rédaction. Il fait un temps incroyable, avril 2020, on a 20 degrés, grand soleil à Paris. Je décide d'aller tous les jours au travail à pied. Paris est vide. Et donc, moi, je me rends pas compte, mais qu'en fait, cette marche à pied, elle fait partie des activités douces pour aller mieux. C'est une activité physique. Ça te fait prendre l'air, ça te fait t'oxygéner, ça te fait marcher. Et en fait, tout ça, sans que je m'en rende compte vraiment, ça m'aide à aller mieux, à avoir moins mal. Ça m'aide à aller mieux, à avoir moins mal. Et je fais ce programme en 2 semaines d'alimentation. Alors super, je perds du poids, mais c'est pas le but. Mais là, les douleurs, je te jure, les douleurs disparaissent. Alors, je dis pas que ça marche pour tout le monde. Il y a autant de femmes que d'endométriose. Les symptômes que j'ai décrits, on les a pas toutes. Il y a des femmes qui ont des symptômes que potentiellement j'ai pas. Moi, la pilule, ça me fait du bien. Il y a des femmes, ça leur fait pas du bien. Mieux manger, ça m'a fait du bien. Il y en a, elles me riraient au nez d'entendre ça bien en sûr. Disant moi, j'ai fait une alimentation anti-inflammatoire, ça n'a rien changé. Donc, je dis pas que c'est la solution. À ce moment-là, ça a été une solution pour moi. Oh, incroyable. Je mange. Je suis plus svelte, je marche, il fait beau, Paris est calme, c'était génial. J'ai vécu, ça a duré à peu près, j'ai fait le programme sur 2 semaines, donc les bénéfices durent un peu plus longtemps. Je me sentais tellement mieux. Et encore une fois, peut-être aussi que c'est parce que je trouvais la vie plus belle à ce moment-là, et c'est un tout. Mais le fait est que ce tout... Dans ton histoire, c'est un bon moment. Ce tout m'a fait énormément de bien. Et après avoir fait cette cure pendant 2 semaines, on m'avait parlé du jeûne, le jeûne aussi, ça peut faire beaucoup de bien. Et je décide de faire, j'étais vraiment lancée, je me sentais pousser des ailes, je décide de faire un jeûne de 3 jours, où je ne me nourris absolument plus,
et je bois de l'eau et quelques petits bouillons. Et ça aussi, ça a été extraordinaire. Ça m'a fait tellement de bien. Je n'avais plus aucune douleur. Le jeûne, il a duré 3 jours, mais après, les bénéfices ont duré assez longtemps, quelques semaines. Dans tes symptômes, tu ne parles pas de douleurs gastriques ou de diarrhée ou de choses comme ça. T'as pas été sujette à ça? Si, j'avais mal quand je mangeais avant de faire ces 2 semaines anti-inflammatoires. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais allée voir un gastro-entérologue. J'avais mal quand je mangeais, mais par contre tout ce qui est constipation ou diarrhée, j'ai jamais été sujette. D'accord. Non, ça a pas été un de mes symptômes. Mais j'avais mal quand je mangeais et j'étais à l'époque, parce que ça a un peu changé, une grande mangeuse. Et donc, peut-être, je suis bête, je préférais manger et avoir mal que moins manger. Sauf que quand j'ai fait ces 2 semaines de programme anti-inflammatoire suivi de mon jeûne de 3 jours, c'est vraiment là que je me suis rendu compte de l'impact de l'alimentation sur mon endométriose. Et c'est là que je me suis dit, ok, bah non, en fait, je peux pas continuer à manger n'importe quoi. C'est trop bon quand ça va mieux. Oh bah ça a pas duré longtemps, mais quand même à ce moment-là, ça m'a fait du bien et donc j'ai mieux mangé. Et puis la vie reprend. Le soulagement passe, on se déconfine et j'arrête d'être sérieuse. J'arrête d'être sérieuse sur mon alimentation. J'arrête en fait de me prendre en main pour aller mieux durablement. Et surtout, je crois qu'à ce moment-là, j'ai été un peu agacée de me dire ok, maintenant ma vie va tourner autour de mon endométriose et mon quotidien va être de faire en sorte que je sois soulagée. Je crois que j'ai été très très vite énervée. J'ai refusé qu'une maladie dicte mon quotidien. Mais là où je suis bête, c'est que si c'est pas aménager ta vie pour aller mieux qui dicte ton quotidien, et ben c'est les douleurs qui les dictent. Et moi, j'ai pris le parti de, je vais me faire dicter par mes douleurs, c'est pas grave. Et en fait, c'est idiot, parce que je pourrais aller mieux. C'est 20 ans. C'est 20 ans de... T'as pris ce pli pendant 20 ans. C'est dur de changer. Bah, je sais. Et puis, je crois quand même que dans ta tête, t'as exactement ce que tu dis. Tu prends le pli et t'es finalement auto-convaincu que tu peux vivre avec. Et à ce moment-là, toujours 2020, à ce moment-là, le soulagement laisse place à plein d'autres émotions. Je me sens seule. La solitude. Je me sens super seule parce que, en fait, oui, moi je sais ce que j'ai, mais c'est pas écrit sur ton front. Et du coup, personne le sait. Ton employeur, il le sait pas. Tes collègues, ils le savent pas, parce que t'arrives pas au travail en disant « Hé les gars, j'ai l'endométriose !» Donc personne le sait, et surtout c'est une maladie invisible. Et pour certaines personnes qu'une fois par mois. Moi tous les jours, mais quand même invisible. Et donc je trouve ça très... je me sens isolée. Ce qui est quand même un comble pour une maladie qui touche autant de femmes, autant de personnes. 10% des femmes, 200 millions de personnes dans le monde. T'es pas du tout seule, t'es pas du tout isolée. Mais tu te sens isolée. C'est vraiment une maladie. C'est vraiment une maladie pernicieuse en ce sens où tu t'isoles et tu te sens isolé alors qu'en fait tu parles autour de toi. Je ne connais pas une seule fois où j'ai osé parler d'endométriose à voix haute et que dans les gens avec qui je parlais, quelqu'un n'a pas dit « moi aussi ». Ça n'est jamais arrivé. Donc, je me suis sentie seule, même au présent, je me sens seule, un peu encore aujourd'hui quand même. Et puis, donc, soulagement, solitude, honte. Quand même la honte, parce que c'est hyper intime l'endométriose. Moi, j'avais la chance tu viens de me poser la question, j'avais pas de diarrhée. Mais c'est quelque chose que t'oses pas, quand bien même t'en as, c'est quelque chose que t'oses pas dire, c'est pas une fierté. Tout ce qui touche aux toilettes, c'est un peu tabou. Un peu tabou, un peu la honte. Tout ce qui touche au rapport sexuel. En plus, en tant que femme, t'as mal quand tu fais l'amour, donc t'as envie de moins faire l'amour. Vis-à-vis de ton conjoint, t'as envie d'avoir une vie sexuelle épanouie. T'as envie de le désirer, t'as envie d'être désiré. Bah tout ça
tout ça, la maladie, ça use. Elle t'use, exactement. Et donc, elle use ton couple aussi. Je pense que quand un des deux dans le couple, oui, définitivement, il y en a qu'un des deux, mais quand dans ton couple, la femme souffre d'endométriose, je pense qu'il faut avoir un couple solide. Un couple où tu parles beaucoup, un couple où tu es soutenu. Parce que ton conjoint, c'est le premier dommage collatéral de ta maladie. Faut être vraiment, vraiment soudé. Je pense que ça peut vraiment affaiblir un couple. Nous, on a eu la chance, ça nous a pas affaibli et Hugo m'a toujours énormément soutenu. La honte de souffrir d'une maladie qui est pas si grave. Je mets des guillemets parce que, en fait, il y a quand même des gens qui sont ruinés à vie émotionnellement de cette maladie. Et physiquement. Et physiquement, en plus. Mais quand je dis qu'elle est pas si grave, c'est qu'elle est pas mortelle. Tu peux pas arriver face à quelqu'un qui a le cancer et lui dire « Attends, moi j'ai l'endométriose ». Bien sûr que non, tu peux. Mais il n'y a pas de compète. Mais il n'y a pas de compète. Sauf que tu te le dis pas à ce moment-là. En tout cas, moi, dans ma personnalité qui suis une personne où j'ai toujours peur de gêner, où j'ai toujours peur d'embêter. Tu minimises en fait. Mais absolument. Absolument que je minimise. Et j'ai honte parce que j'ai envie de me plaindre, mais j'ai pas l'impression d'avoir le boulevard pour me plaindre. On me dit pas que je peux. Et puis moi, en fait, maintenant que j'ai grandi, je réalise que la première personne qui m'a dit de pas me plaindre, en fait, c'est moi-même. C'est je me suis interdite de me plaindre, de souffrir. Et peut-être que les gens très proches entendraient ça et se diraient « Oh, bah quand même, tu te plaignais un peu, Mariana. » Il faut qu'ils imaginent que tu avais beaucoup plus de trucs à dire. Exactement. Mais la honte, vraiment la honte de me plaindre d'une maladie qui tue pas. Et puis, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais je suis en colère quand même. Je suis hyper en colère qu'une maladie si commune soit si taboue. Qu'une maladie si commune soit si méconnue. On est quand même 200 millions, merde, je sais pas si je peux dire ça à voix haute. On peut le dire. Mais flûte, 10% des femmes, c'est énorme. Et quand on parle entre nous, mais on se rend compte que, ah mais toi aussi, ah mais oui. Et alors, ça t'a mis combien de temps ton diagnostic ? Moi, 18 ans, et toi, 10, 8. Oh, 5 ans, t'as de la chance. Bien sûr que non, qu'elle a pas de chance. C'est énorme, 5 ans pour se faire diagnostiquer. Quand tu vas chez le médecin et que t'as une gastro, ton diagnostic, c'est 5 secondes. Et en fait, on se fait la compète entre nous. Oh, toi, ça a pris 5 ans, chanceuse. C'est horrible d'en arriver là. Je suis en colère qu'il ait fallu attendre seulement les années fin 2010, j'ai plus la date en tête, pour qu'on étudie l'endométriose en fac de médecine. Je suis en colère qu'un médecin qui me fait une IRM la voit pas et me rionner en me disant « t'as rien ». Je suis en colère contre mes parents qui me disaient « tes grand-mères, elles se plaignaient ? Non, et bah alors, tais-toi ». Mais je leur en veux pas quand même. Je suis en colère contre la société actuelle où on dit « oh, t'as de l'endométriose, c'est une maladie à la mode. Oh, toi aussi. » Non. Écoutez les femmes, écoutez-nous quand on se plaint, quand on dit qu'on a mal au ventre, quand on dit « aïe, c'est pas une maladie à la mode ». Quand t'as la jambe cassée, on ne dit pas « va courir un marathon ». Donc quand t'as de l'endométriose, on ne devrait pas te dire « lève-toi, et va bosser. Grince les dents et va bosser ». Ouais, je suis en colère. Je voulais pas en parler maintenant, mais on va en parler maintenant. Toute cette histoire et toute cette colère, t'en as parlé déjà. Mais il faut que tu racontes en une phrase comment t'en es arrivé là. Ton changement de pays, ton changement de tout ça. Et il faut que tu nous racontes comment t'as déjà partagé puissamment cette histoire. Fin 2020, il s'est vraiment passé beaucoup de choses en 2020. Fin 2020, mon conjoint me dit « on a une opportunité professionnelle en Australie ». On hésite quand même un peu parce que c'est le bout du monde. Et en plus, moi, comme je venais enfin de mettre un mot sur mes mots, j'avais toute une équipe médicale autour de moi qui enfin me prenait au sérieux. Et j'ai vachement hésité à partir au bout du monde et à ne connaître personne. À repartir de zéro. Puis finalement, quand même, professionnellement, je m'y retrouvais plus. Et l'Australie.
L'Australie. On avait À part les araignées, tout est merveilleux. Mais tout est merveilleux, le surf, le beau temps. Alors, faut savoir que moi, je croyais que l'Australie, c'était une eau à 28 degrés toute l'année et 30 degrés 12 mois par an. Pas du tout. Je vis à Melbourne. On a des hivers comme tout le monde. L'eau, elle est à 12. T'arriveras pas à nous dégoûter de l'Australie. Mais l'Australie, quand même. Donc, on décide de partir. Et avant de partir, nos médecins nous disent quand même, profiter d'être en France pour aller faire certaines visites médicales. Et moi, notamment, je suis allée me faire nettoyer les trompes à ce moment-là. Ça fait super mal. Mais elles étaient un peu engorgées ou quoi. Je me fais nettoyer les trompes et on demande à Hugo de faire un... Comment ça s'appelle ? Un spermogramme ? Oui, c'est ça. De faire un spermogramme parce qu'en fait, je prenais la pilule et on voulait fonder une famille, pas à court terme, à moyen terme, mais ils nous ont dit, ça ne sert à rien de fonder une famille, donc d'arrêter la pilule, si en fait vous pouvez pas avoir d'enfants. Parce que quand t'arrêtes la pilule, non seulement les douleurs reviennent, mais en plus... la maladie progresse. La maladie progresse. Parce que quand le docteur Petit m'a diagnostiqué, il m'a tout de suite dit, on arrête tes règles. Ça fait 18 ans qu'on aurait dû arrêter tes règles. On les arrête immédiatement. Il ne faut plus que tu saignes. Donc, on nous a dit, n'arrêtez pas la pilule pour fonder une famille si de toute façon vous pouvez pas. Donc, on fait ces tests. Hugo va très bien. Et moi, à ce moment-là, on me nettoie les trompes et on nous dit, si vous voulez faire un enfant, c'est maintenant. Et nous, on n'est pas prêts. On le fait pas. L'histoire dira que peut-être on a fait une erreur, on aurait dû, mais à ce moment-là, on change de vie, on repart de zéro, on estime être encore trop jeune pour faire un enfant, on a 30 ans, on veut pas. On déménage en Australie, dans un pays quand même un peu plus avancé et un peu plus ouvert. Et j'ai rien contre la France, j'adore l'Australie. Et je commence un nouveau job de journaliste en radio en Australie et je parle de mon histoire à mon rédacteur en chef, Christophe. Il n'avait jamais entendu le mot endométriose de sa vie. Et il a 2 jeunes filles à la maison. Moi, je lui dis, je dis pas que, mais quand même, renseigne-toi. Et il me dit, mais non, je vais pas me renseigner. Tu vas me dire ce que c'est l'endométriose, tu connais. Et puis là, on commence tous les deux à discuter du fait que, en tant que journaliste, j'ai les outils professionnels et en tant que malade, je connais la maladie très bien. Et on commence à réfléchir à, ok, comment allier ta maladie, tes recherches, le fait que tu l'aies dans ton corps, que tu le ressentes, et le fait que tu as à disposition des studios, des monteurs, et que tu saches faire. C'est ton métier de raconter des histoires. Et puis, on a brainstormé tous les deux c'est allé assez vite, hein. On a brainstormé quelques semaines et on a mis en place un projet de podcast où je raconte mon histoire personnelle. Et je ne m'estimais pas du tout légitime à faire un podcast sur l'endométriose. Je suis pas médecin. Moi, je suis juste malade. Et donc, on a décidé de faire un témoignage. Mon histoire. Mais alors, faut que tu racontes un twist parce que t'as une idée géniale. Ouais. On a eu l'idée, j'ai été aidée, on a eu l'idée de faire témoigner tous mes proches, tous ceux qui pendant 18 ans ont été à mes côtés. Et ça sensibilise. Je raconte mon histoire, c'est mon endométriose, c'est mon podcast, mais dedans, il y a le docteur Éric Petit, il y a Caroline Maquinet, il y a Hugo, mon conjoint, il y a ma mère, il y a mon père, il y a mes amis. Il y a pas ma meilleure amie qui a demandé à pas être dedans, mais ce podcast, il s'appelle Happy Endo. Il avait plein d'objectifs. Il avait l'objectif de, ok, je ne veux pas que les femmes plus jeunes que moi, qui sont dans mon cas, se sentent aussi seules. Donc en fait, je veux un outil pour elles. Je veux libérer la parole. Je suis en colère, je veux qu'on arrête avec le tabou, je veux que ce soit accessible de parler d'endométriose. Je veux qu'on en parle de façon hyper vulgarisée, que ce soit pas que une maladie médicale. Je veux qu'on soit toutes sœurs, je veux que on s'aide, qu'on s'entraide, qu'on n'ait pas honte. Mais au final, j'ai fait tout ça, enfin en tout cas j'avais aspiration à le faire et je crois que j'ai pas trop mal réussi. Mais au final, qui est-ce que ça a le plus aidé ce podcast ?
c'est moi. C'était une véritable C'est séance. thérapeutique. Ah mais oui, c'était une véritable séance chez le psy que d'aller en studio et de raconter mon histoire avec mes mots souvent très maladroits. Avant de venir pour tourner cet épisode avec toi, j'ai quand même voulu me replonger parce qu'Happy Endo, ça date d'il y a 2 ans maintenant. Et j'ai réécouté la bande-annonce pour me remettre dedans. J'ai pleuré alors que c'est mon histoire, je la connais par cœur. C'est ma voix, elle me touche pas forcément. S'entendre parler, c'est jamais très agréable. Mais j'ai pleuré parce que c'est tellement d'émotions, c'est tellement d'années de souffrance, de maladie, de travail. Il faut dire que là, les gens voient pas parce que c'est pas filmé, mais t'as agrippé ton ventre quand t'as dit ça. Ah ouais, c'est vrai. Et je m'en suis même pas rendu compte. On arrive à la fin de cet épisode. Tu m'as dit quand on a discuté, quand je t'ai expliqué le concept de ce podcast avec beaucoup de profils de femmes, etc., toi tu m'as dit, moi je voudrais faire un épisode qui donne de l'espoir. Et tu racontes dans ton badin des choses pas du tout légères. Mais il y a un dernier sujet que j'aimerais bien qu'on aborde. C'est celui de ta famille et de la famille que tu voulais créer avec Hugo. C'est terrible parce que j'ai l'impression que j'ai passé ma vie à souffrir. Et en même temps, c'est tellement porteur d'espoir parce que je souffrais d'une maladie, on a mis un mot dessus. Et ensuite, j'ai souffert de pas réussir à fonder une famille. Et là encore, il y a une lumière au bout du tunnel. Mais une fois que je souffrais plus d'être pas entendue et d'être seule, j'ai souffert de pas réussir à fonder une famille. Et ça a été terrible parce que tout d'un coup, j'ai tout ressenti. Cette solitude, cette fatigue, cet isolement, cette détresse. Donc, on n'était pas prêt avec Hugo jusqu'à ce qu'on soit prêt. Et on a voulu faire un enfant. Et là, je m'adresse à toutes les femmes et à toutes les familles, à tous les couples qui n'arrivent pas à fonder de famille. Vous n'êtes pas seuls. et je suis tombée enceinte. Après 6 mois, je crois, donc assez rapidement. Je suis tombée enceinte et on l'a perdue. On a fait une fausse couche. Ça arrive. J'aurais voulu qu'on me dise mon Dieu, ma pauvre, viens, je te prends dans mes bras, c'est terrible ce que tu vis. Et en fait, on m'a surtout dit, oui, bon, une fausse couche, c'est assez commun. C'est pas grave, t'en referas un autre. Il n'y a pas de fausse couche pas grave. Que tu le perdes à 8 semaines ou à 8 mois, c'est pas le même deuil. Évidemment, c'est pas le même deuil, je compare pas. Mais il n'y a pas de fausse couche. On banalise pas la fausse couche. On banalise pas la fausse couche. Bon. Dans mon caractère de toujours tout minimiser, de quoi je me plains. De toute façon, j'étais que dans le premier trimestre. En plus, tu sais très bien que c'est tellement commun de perdre une première grossesse. Fallait que je me prépare à ce que ça arrive. Et donc, arrête de te plaindre, suck it up, comme on dit chez nous. Arrête de te plaindre et avance. Mais tout ça, ça use. Au final, t'es de plus en plus terne quand même comme personne, t'es de plus en plus meurtri, t'es de plus en plus écorché vif au final. Et en fait, avec Hugo, on a quand même la chance, ou la malchance, je sais pas trop, d'être très fertile. Donc je suis tombée enceinte une 2e fois. On l'a perdu. Mais je suis tombée enceinte une 3e fois. Il est mort. Et sauf que là, il est mort un peu plus tard. Et les médecins commençaient quand même à s'inquiéter au bout d'une 3e fausse couche. Et donc là, on a été pris au sérieux. Et il existe en Australie des tests sur les embryons. Et donc, on a emmené notre embryon au laboratoire. Et j'ai appris que c'était une petite fille. Et c'est con, mais ça rajoute au deuil. Tu te projettes beaucoup plus. Bref. Je suis tombée enceinte une 4e fois. Encore une petite fille. Et elle est morte. Et là, je n'en pouvais plus. 4 fausses couches. J'étais, mais tellement malheureuse. Je vis à 17 000 kilomètres de mes meilleurs amis. Je vis à 17 000 kilomètres de ma famille.
j'ai un conjoint génialissime, mais on fait pas notre deuil de la même façon. Ça nous a évidemment affaiblis. Je suis tombée enceinte une 5e fois. Et j'étais dépitée d'être tombée enceinte. Alors, bon, oui, j'aurais pu me protéger. Mais j'ai eu peur. Et j'étais là, je ne peux plus vivre ça. Ton cœur est usé de chagrin, quoi. Usé de chagrin. Et puis, alors, je passe vite fait là-dessus parce que c'est pas l'objet de ce podcast. Mais sur mes 4 fausses couches, il y en a 3 qui se sont mal passées où j'ai dû aller à l'hôpital me faire opérer. J'ai dû avoir des curetages. Donc, 4 fausses couches, 3 curetages, donc anesthésie générale à chaque fois, séjour à l'hôpital, et une infection post-opératoire. Je n'en pouvais plus. J'étais totalement à bout. Je suis tombée enceinte une 5e fois. Et il a tenu. Et aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle James, qui est merveilleux. Il a 5 mois. C'est le plus beau des bébés. Et je vais tout faire pour qu'il grandisse et que je lui mette pas cette pression sur les épaules de « t'es l'élu, t'es celui qui a tenu, je veux pas ». Mon conjoint a super peur que je fasse ça. Mais... elle est là, la lumière au bout du tunnel. J'ai une endométriose. J'ai fait 4 fausses couches. Aujourd'hui, j'ai un bébé. Je vais quand même un peu mieux parce que grâce à ma grossesse, grâce à l'allaitement, grâce quand même à des médecins qui t'entourent, tu peux vivre avec cette maladie. Et d'ailleurs, tout l'objet de mon podcast, c'était aussi de dire tu peux trouver un équilibre. Il y a des jours heureux quand tu souffres d'endométriose. Et je vais finalement faire un dernier épisode d'Happy Endo parce que je trouve ça trop beau de pouvoir dire le happy end d'Happy Endo. Merci.